Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça a l'air que YouTube aime ça quand on livre du contenu de façon régulière. Alors, cette émission vous sera présentée en trois parties. La quatrième semaine, je vais mettre les trois bouts ensemble pour en faire une émission complète. Un peu comme le premier Elvis Gratton. L'émission que je vous présente ce mois-ci, eh bien, c'est l'histoire de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie, grands-parents de Luce Dion pour qui l'émission est en hommage. Luce qui est ma belle-mère, la mère de ma conjointe, conjointe de Serge Chevrier, pour ceux qui ont écouté l'émission La Fontaine Vigée. Luce, une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a passé à travers des épreuves difficiles dans sa vie. Luce est né en région et dans la jeune vingtaine est déménagé à Montréal. Passé une bonne partie de sa vie adulte à Montréal pour ensuite aller s'installer en Outaouais. Vous allez voir, il y a un pattern avec ses ancêtres. Comme à chaque semaine, comme à chaque émission, encore une fois, merci pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime. On se revoit dans quelques instants. Aujourd'hui, à Raconte-moi mes ancêtres, je vous raconte l'histoire de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie. Chapitre 1. La naissance. Alors, notre histoire commence avec la naissance de Narcisse Dion vers 1878, dans un lieu qui nous est pour l'instant inconnu. Il est issu de l'union de Clément Dion et Henriette Laramée. Je ne connais pas l'endroit précis de la naissance de Narcisse. Toutefois, dans la conclusion de l'émission de La Fontaine Vigée, je disais qu'il était né à New Bedford. Mes excuses, ce n'est pas à cet endroit. Mais vous devez avoir une petite idée de c'est dans quelle région. Une chose que je sais, c'est que Clément Dion et Henriette Laramée, les parents de Narcisse, se sont mariés en 1872 à Biddleford, dans le Maine. Pour vous donner une idée, c'est où Biddleford? Eh bien, vous vous souvenez de Lewiston dans l'émission La Fontaine Vigée? Alors, de l'autre côté de Portland. Mais un peu comme Ludger et Clérida, ils vont revenir au Québec assez rapidement puisque j'ai trouvé une sépulture en 1874 de leur premier enfant à Saint-Germain-de-Grantham, tout près de Drummondville. Quelques naissances et décès dans la même région qui était la région d'enfance d'Henriette, la mère de Narcisse. Puis un retour aux États-Unis vers 1877-1878, année de naissance de Narcisse. Puis, c'est environ 8 ans plus tard, soit le 22 mars 1886, dans la paroisse Notre-Dame-du-Lac à Roberval, que naît Athaïs Lavoie. Elle est issue de l'union d'Alphée Lavoie et Louise Harvey. Le parrain et la marraine ont été Alfred Lalancette et Catherine Harvey. Bon, juste pour vous donner une idée, on n'est pas dans les débuts de la colonisation du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean s'est ouvert en 1849 avec la fondation d'Héberville au sud du lac. À partir de là, le clergé catholique va commencer à recruter des colons. Parce qu'on se souvient, on commence à avoir un exode des Canadiens français aux États-Unis. Et ça, le clergé veut éviter ça à tout prix. Mais comme le train n'est pas encore arrivé, ça va être difficile de recruter. Mais quand même, on va rapidement fonder d'autres paroisses entourant le lac, comme par exemple le canton de Roberval va être fondé en 1859. Au niveau du recrutement, eh bien, un peu comme quand on a colonisé les cantons de l'Est, on est allé recruter du côté de la Beauce, pas trop loin. Dans le cas du lac Saint-Jean, on va aller recruter du côté de Charlevoix. C'est dans ce contexte-là qu'Ephrem Lavoie et Joseph Tremblay,
Les grands-parents d'Athaïs vont venir s'installer à Roberval vers 1871 avec leur famille, incluant évidemment Alphée, le père d'Athaïs. Pour vous donner une idée, en 1871, Roberval s'est rendu à environ 2500 habitants. En 1886, alors que la naissance d'Athaïs, Roberval a chuté à environ 1500 habitants. Si au départ, la couronne et les marchands britanniques sont pas trop intéressés par le fait d'ouvrir des régions sans trop de raison, bon, il faut comprendre qu'au milieu du 19e siècle va débuter une course démographique entre les Canadiens français catholiques et les protestants britanniques. Le recrutement britannique, ça avance pas vite. Bon, il y en a, mais disons que les Canadiens français vont se reproduire beaucoup plus rapidement que l'immigration britannique. Donc, malgré les pressions pour ouvrir des régions, ça va se faire très lentement. Mais va arriver la révolution industrielle. Et pour alimenter ces industries, eh bien, ça prend des combustibles. Les mines de charbon ne fournissent pas. Eh bien, le charbon de bois devient rapidement une alternative. Et comment on fait du charbon de bois? Eh bien, on va carboniser le bois en absence d'oxygène. Bref, on a besoin du bois. Et où est-ce qu'il y en a du bois? Eh bien oui, au Québec. C'est là que les régions de l'Outaouais jusqu'au lac Saint-Jean vont commencer à intéresser les marchands britanniques et les Américains aussi. Maintenant qu'il y a une pièce à faire, ben là, on va commencer à aller développer nos régions. C'est ainsi que le train arrive à Roberval en 1888. Tout ça pour vous dire que c'est dans ce contexte qu'Athaïs est né. Chapitre 2. Leur enfance. On revient un petit peu dans le temps, en 1881 plus précisément. C'est dans le recensement de 1881 qu'on apprend que Narcisse est né aux États-Unis. On dit environ 1878, car en 1881, il est âgé de 3 ans. On voit aussi que pas longtemps après la naissance de Narcisse, on serait revenu au Québec, puisque Narcisse a un petit frère, Joseph, âgé d'1 an, qui lui est né au Québec. Pour Clément et Henriette, les parents de Narcisse s'étant fait un retour à Saint-Germain-de-Grantham. C'est malheureusement le 21 février 1888, alors qu'Athaïs n'est pas encore âgé de 2 ans, que nous allons inhumer Louise Harvey, épouse d'Alphée Lavoie, qui est cultivateur. Décédée il y a 3 jours à l'âge d'environ 31 ans. 10 ans sont maintenant passés et devinez quoi? Eh bien oui, Narcisse a encore déménagé. Il est maintenant habitant de Black Lake qui aujourd'hui fait partie de Thetford Mine. Clément, le père de Narcisse, est marchand général. Et ce sont probablement des pionniers de la place ou sinon dans les premiers habitants. Je ne vous parle pas plus longtemps de Black Lake car le périple n'aura été que de courte durée. Alors si vous pensiez que Nazaire Vigée était difficile à suivre, eh bien ici on a des champions. Faut dire que c'est peut-être dans la génétique des Dion. Bon, évidemment, j'ai pas fait l'histoire de tous les Dion, ça prendrait plus d'une vie. Mais une chose que je sais, c'est que les Dion, ça descend de Jean Guyon et Mathurine Robin. Pour ceux qui connaissent pas Jean Guyon, il fut l'un des premiers habitants de la Nouvelle-France. Il était maçon. Il avait été recruté en compagnie de Zacharie Cloutier par Robert Giffard. J'en dis pas plus sur Jean Guyon car j'ai l'intention un jour d'en faire une émission. Présentement, on est à l'époque généralement fin 19e siècle, mais on va remonter l'échelle du temps éventuellement, et vous allez comprendre que Jean Guyon et Zacharie Cloutier ont offert toute une descendance au Québec. Du côté d'Athaïs, bon, là, comme vous pouvez voir, elle s'appelle Anaïs. On va donc l'appeler Anaïs à partir de maintenant. Vous vous souvenez du décès de Louise, la mère d'Anaïs? Qu'est-ce qui se passe quand l'un des conjoints décède et a quelques enfants? Eh bien oui, comme Ludger Lafontaine, Alphée va se remarier avec une dénommée Aurore. Et Alphée et Aurore n'auront pas pris trop de temps. Comme on peut voir, Anaïs a déjà une petite sœur nommée Léontine, âgée de quelques mois.
Et pour une deuxième fois dans Raconte-moi mes ancêtres, nous avons affaire à une famille reconstituée. La famille d'Anaïs, elle, par contre, n'a pas déménagé. Toujours dans Notre-Dame-du-Lac ou aujourd'hui Roberval. En 1900, eh bien, devinez quoi? Eh bien oui, Narcisse, parents, frères et sœurs sont encore une fois déménagés. C'est ici qu'on les retrouve à New Bedford, pas très loin de Boston. Le recensement de 1900 nous en apprend un peu plus sur le lieu de naissance de Narcisse. Sans préciser la ville, on apprend qu'il est né au Rhode Island. Pour Clément et Henriette, ce sera un troisième séjour aux États-Unis. Narcisse est maintenant âgé de 22 ans, il travaille dans une usine de coton. Question de vous montrer la diversité culturelle de New Bedford à l'époque, voici les lieux de naissance des voisins de Narcisse. On y voit des Irlandais, Américains, Allemands, Russes, Bohémiens, Canadiens, Français et Britanniques. Anaïs, elle, en 1901, toujours à Roberval, est maintenant âgée de 15 ans. Et devinez quoi? Bien oui, elle a une nouvelle belle-mère, Amanda, car Aurore est décédée il y a quelques années de cela déjà. Elle fait retrouver l'amour pour une troisième fois. Chapitre 3. L'Union. C'est le 11 septembre 1905 dans la paroisse Notre-Dame-du-Lac à Roberval qu'on assiste à l'union de Narcisse Dion, cultivateur, fils majeur de Clément Dion, cultivateur, et Henriette Laramée d'une part, et Anaïs Lavoie, fille mineure d'Alphée Lavoie, cultivateur, et de Feu Louise Harvey d'autre part. Alors, comment Narcisse, ses parents, frères et sœurs se retrouvent à Roberval en 1905? Parce qu'on se souvient dans le recensement fédéral des États-Unis de 1900, on les retrouve à New Bedford en Nouvelle-Angleterre. On pourrait donc supposer qu'ils ont émigré vers le lac Saint-Jean entre 1900 et 1905, ce qui fait tout son sens. Parce que bon, on se souvient, on est à une époque d'exode des Canadiens français aux États-Unis. L'exode commence vers 1840 après l'insurrection des Patriotes. C'est vers 1870 que ça va commencer à inquiéter les dirigeants de la province et qu'on va commencer à ouvrir plus de terres au nord du Saint-Laurent. Le rapatriement des Canadiens français est donc une suite logique à la colonisation. C'est un mouvement qui a impliqué les gouvernements provinciaux, fédéraux et évidemment le clergé catholique avec le bon curé Labelle en tête. On va mettre de sérieux efforts tout le monde ensemble. Il faut comprendre que lors des dernières décennies du 19e siècle, le monde est plongé dans une dépression. Ce qui a pour effet de créer tous les inconvénients qu'on y connaît, comme des fermetures d'usines, des pertes d'emplois un peu partout dans les villes industrialisées. Conséquemment à ça, les Canadiens français en exil seront très mobiles. Ils vont se promener un peu partout à la recherche ou bien d'un meilleur emploi ou carrément d'un emploi. Comme c'était le cas de Narcisse et sa famille. Eh bien, sachez qu'il y a un terme pour nommer ces Canadiens français. On les appelait les coureurs de factory. Donc, on a l'opportunité d'offrir de quoi à ces exilés parce qu'en réalité, ces coureurs de factory nouvellement ouvriers ont comme objectif de faire la pièce, comme on dit, pour revenir au Québec puis s'acheter une terre. Pendant ce temps-là, au lac Saint-Jean, on va fonder en 1897 la Société de rapatriement du lac Saint-Jean qui aura pour objectif, vous l'aurez deviné, de rapatrier des Canadiens français et les inciter à s'établir au lac Saint-Jean. Cette fois, les marchands britanniques et le clergé catholique vont travailler conjointement. Bon, d'un côté, la St. John Lake Railway Company va aller siphonner des fonds publics au fédéral. Parce qu'on se souvient, le bois dans les régions avait commencé à les intéresser. Et depuis, en plus, le lac Saint-Jean était devenu très propice à l'agriculture. Puis en plus qu'il va y avoir de colons au lac Saint-Jean, plus qu'il va y avoir de trains qui vont transiger sur leur voie ferrée. La Société de rapatriement du lac Saint-Jean va user de stratégie pour arriver à ses fins. On va envoyer de la publicité dans les journaux des villes déjà établies au Québec, dans le nord-est des États-Unis, dans le Michigan, même jusqu'en Europe, en France, en Belgique, par exemple. On va aussi envoyer des missionnaires dans les paroisses américaines pour convaincre les Canadiens français de revenir. Ça va fonctionner.
Bon, ils vont pas tout revenir. Mais puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste le lac Saint-Jean qui se développe. Hein. Pas mal tout le nord du Saint-Laurent, mais aussi le Midwest américain est en train de se développer. Et sans oublier le Manitoba. Alors, si au départ, on aurait souhaité recruter plus dans le Michigan, car ils sont beaucoup plus à une époque de défrichage et de l'agriculture, genre de gens qu'on recherche au lac Saint-Jean. Mais finalement, ça va être plus des coureurs de factories qui vont émigrer vers le lac Saint-Jean. Donc, comme j'aime ça comprendre les circonstances de la vie de nos ancêtres, eh bien, je ne dis pas que c'est avec certitude que c'est comme ça que ça s'est passé, mais les chances sont quand même bonnes que ce soit ça. Clément et Henriette ont dû s'exiler étant jeunes, ont fondé une famille, puis se sont promenés ainsi d'un côté comme de l'autre de la frontière, ont ramassé un petit peu d'argent. Et l'opportunité est arrivée. Mais une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que Clément, on l'a vu dans les documents, fut plus souvent qu'autrement ouvrier, beaucoup plus que cultivateur. Et la même chose pour Narcisse. Narcisse, en 1900, travaillait dans une usine de coton. D'ailleurs, on me raconte que Narcisse eut un accident quand il travaillait dans les usines aux États-Unis. Il a perdu sa main, et dans les souvenirs qu'on me raconte, il y aurait un crochet au bout du bras. Bon, tout ça pour vous dire que les Dion, ce n'est pas une famille de cultivateurs. À cette époque, n'oublions pas que le clergé a pour mission de remplir ses nouvelles paroisses. Puis un bon truc, c'est de faire des enfants. Puis souvent, le clergé agissait comme agence de rencontre. Il est donc fort probable que le bon curé constatant Narcisse âgé d'environ 25 ans, eh bien qu'il serait temps qu'il se casse. Puis ça tombe bien, il y a une petite Anaïs Lavoie, fille de cultivateur, qui est à la recherche d'un cavalier. Il est donc fort probable que le bon curé ait fortement suggéré à Narcisse d'aller accrocher son fanal chez Alphée pour courtiser Anaïs. Bon, je ramasse un peu, mais tout ça pour dire que c'est peut-être dans ce contexte que Narcisse et Anaïs se sont mariés. Chapitre 4. Le début d'une nouvelle aventure. C'est le 27 juillet 1906, soit moins d'un an après leur union, dans la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean, que nous assistons au baptême de Joseph Alphée Alfred Dion. Il est issu de l'union de Narcisse Dion, qui est cultivateur, et Anaïs Lavoie. Le parrain a été Alphée Lavoie, grand-père de l'enfant, et Louise Harvey. Pour les attentifs, il y a quelque chose de louche dans ce document, je vous laisse méditer là-dessus. On connaissait déjà Alfred, mais la famille va s'agrandir en 1908 avec Clément. Joseph Arthur, lui, voit le jour en 1910. En 1911, le petit Clément va malheureusement décéder. Puis, en 1913, ce sera au tour d'Alphonse. En 1913 aussi, nous allons malheureusement assister au décès d'Henriette Laramée, mère de Narcisse. Cette grande voyageuse qui aurait eu un total de 11 enfants tout en déménageant plus de 5 fois dans sa vie, à une époque où le clan Panton n'existait pas. Puis, c'est le 28 février 1915, alors que la Première Guerre mondiale bat son plein, que nous allons baptiser Roland Dion, le père de Luce, personne hommagée de l'émission. Roland est né le 25e du même mois. Il est issu de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie. Le parrain a été Jean Dion et la marraine Marie Duchesneau. Venez, venez, je vais vous faire danser, la queue de votre robe va voler. On connaissait déjà Alfred, Joseph Arthur, Alphonse et Roland. En 1917, notre couple vedette seront parents pour la première fois d'une petite fille, soit Cécile. Puis, 2 ans plus tard, ce sera au tour de Georgette Antoinette de voir le jour. En 1921, ce sera Armand, Lorenzo en 1923, puis Gérard en 1926. Dans le colon du 12 avril 1928, on apprend: Feu M. Alphée Lavoie. Vendredi dernier, à 2h p.m., eut lieu la sépulture de M. Alphée Lavoie, de cette ville, décédé la semaine dernière à l'âge de 63 ans et 3 mois.
Un libéra fut chanté en notre église et immédiatement après, le cortège se mit en marche vers le cimetière. Un grand nombre de personnes suivaient le cortège. Le service a été chanté mercredi à 7 heures à cause de la Semaine sainte. Le défunt laisse pour pleurer sa perte son épouse, un frère, M. Hercule Lavoie de Roberval, deux sœurs, Mme P. Turcotte de Roberval et Mme Basile Raté de Jonquière, trois filles, Mme Narcisse Dion de Roberval, Mme Alfred Tanguay de Saint-Prime et Mme Gédéon Villeneuve de Honfleur. Mais dis-moi donc, t'es pas gêné, la bastringue. En 1928 s'ajoute à la petite famille de 7 garçons et 2 filles, Paul Maurice. Et finalement, en 1930, ce sera au tour d'Henriette de voir le jour, portant le total à 8 garçons et 3 filles. Alors, comme j'expliquais plus tôt, le nom Dion descend de Jean Guyon et Mathurine Robin dans les premiers habitants de la Nouvelle-France. Vous comprendrez dans ces circonstances que le nom Dion s'est propagé un peu partout dans la province. Bon, comme vous avez pu le constater, les Dion ne sont pas nécessairement des pionniers de première génération de la région de Roberval ou du lac Saint-Jean si on ratisse plus large. Mais bon, si aujourd'hui 5% des Dion sont dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui, Narcisse et Anaïs y sont certainement pour quelque chose. Chapitre 5. Une vie bien remplie. Pour ceux qui suivent les émissions depuis le début, vous allez constater que je n'ai malheureusement pas pu trouver notre couple vedette dans les recensements de 1911 et 1921. Par contre, ce qui est plaisant quand on fait de la recherche sur un couple en région, c'est qu'en région, à l'époque, il y avait beaucoup de journaux locaux ou régionaux. Et bon, comme il ne se passait pas autant de choses que dans les centres urbains, eh bien, je constate que toutes les raisons sont bonnes pour passer dans le journal. Par exemple, dans le Progrès du Saguenay du 10 octobre 1930, on apprend Messieurs Ladislas Morin et Narcisse Dion de Roberval sont allés chez M. Alfred Soucy le 28 septembre. Puis le 15 août 1931, toujours dans le Progrès du Saguenay. Monsieur et Madame Narcisse Dion de Roberval étaient dans la paroisse le 26 juillet. OK, on continue dans les articles de journaux. Dans le Progrès du Saguenay du 20 janvier 1932, on apprend Chez M. Johnny Dion, M. et Mme Narcisse Dion de Roberval, Mlle Thérèse Fontaine, Irène et Madeleine Dion de Montréal. Puis, toujours dans le Progrès du Saguenay, le 8 septembre 1932, on apprend Saint-Edwidge va et vient. Nous remarquions chez M. Johnny Dion, dimanche le 21 août, M. Albert Clément, Mlle Madeleine Dion de Montréal, M. et Mme Arthur Dion de l'île Maligne, M. et Mme Narcisse Dion de Roberval, ainsi que Mlle Aline Dion, aussi de Roberval. Et toujours dans le Progrès du Saguenay du 17 août 1933, on y voit Mercredi, le 19 juillet, M. et Mme Lorenzo Langlois de Roberval réunissaient leurs parents et amis pour fêter le premier anniversaire de naissance de leurs deux bébés jumeaux, Luc et Stanislas. De beaux cadeaux ont été présentés aux jumeaux. Leurs parrains et marraines, M. et Mme Luc Morin et Stanislas Morin, ont eu la générosité d'offrir des dragées et des fruits pendant la soirée. Il y eut de la musique, de beaux chants et de belles déclamations. On s'amusa ferme pendant toute la veillée jusqu'à une heure avancée de la nuit. Dans l'assistance, on remarquait dans le colon du 4 avril 1935, on apprend Décès de Mme Alphée Lavoie, à Roberval. Dimanche dernier est décédée en la ville de Roberval dame veuve Alphée Lavoie, née Louise Harvey. La défunte demeurait à Roberval depuis nombre d'années et était âgée de 76 ans. Elle était la belle-sœur de M. Hercule Lavoie de Roberval. Son service a été chanté en l'église de Notre-Dame de Roberval mardi matin à 8 heures, parmi une assistance nombreuse de parents et amis. Le service fut chanté par M. l'abbé Thomas Tremblay, principal de l'école normale de Roberval,
assisté de messieurs les abbés Lionel Simard et Édilbert Lévesque comme diacre et sous-diacre. À la famille Le Colon offre ses sincères sympathies. Alors, ceux qui sont attentifs vont se souvenir que Louise Harvey, la mère d'Anaïs, est décédée en 1888 et qu'ensuite Alphée Lavoie, son père, s'est marié avec une Aurore, qui elle est décédée. Puis ensuite, il s'est marié avec une Amanda qu'on a vue dans le recensement de 1901. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Alphée, c'est un comique, un humoriste comme on dit. Sans trop le savoir, en 1904, Alphée était pour être l'instigateur d'un événement qui va m'avoir fait perdre une soirée de temps en 2021. Car oui, c'est bien ça, pour ceux qui ont deviné, un morceau de robot. Car après le décès d'Amanda, sa troisième épouse, eh bien, Alphée s'est marié une quatrième fois avec une Louise Harvey. Vous comprendrez que devant un tel fait, mon côté cartésien a fait en sorte que, bon, j'ai sorti papier et crayon et on commence à écrire des noms sur une feuille, des dates, puis on va double vérifier chacun des documents pour s'assurer qu'on a la bonne information. Et ce qui piquait ma curiosité aussi, c'était le lien familial entre ces deux Louise Harvey. Et il n'y en a pas de près. La deuxième Louise Harvey habitait Montréal. En tout cas, Alphée, je vais m'en rappeler très longtemps. Dans le colon du 7 mai 1942, on apprend Monsieur Narcisse Dion, du premier rang de Roberval, a fait l'acquisition du lot de terre et la propriété appartenant à Monsieur Thomas Simard. Monsieur Simard devient acquéreur du lot de terre et de la propriété de Monsieur Aimé Rinfray de Roberval. Ces transactions ont été faites par l'entremise de Monsieur David Lavoie, agent d'immeuble de Roberval. Et quelques semaines plus tard, toujours dans le colon, Décès de M. Clément Dion à Saint-Edwidge. Nous avons le regret d'annoncer la mort d'un de nos pionniers de la paroisse dans la personne de M. Clément Dion, décédé le 13 mai et inhumé le 16 à l'âge de 89 ans et 3 mois. Il laisse dans le deuil 4 garçons, M. Johnny Dion de Saint-Edwidge, avec qui il demeurait depuis longtemps, messieurs Narcisse Dion de Roberval, Arthur de Île-Maligne et David de Montréal. 2 filles, Madame Fontaine, née Maria, et Madame Willy Tremblay, née Aurore de Mistassini, et un grand nombre de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son épouse, Henriette Laramé, l'a précédé dans la tombe il y a 29 ans. Ah, ce valeureux Clément, né au Québec, fait plusieurs allers-retours aux États-Unis durant sa vie, pionnier de Black Lake et de Saint-Edwidge. Parcours intéressant quand même. Dans le colon du 14 avril 1938, on apprend On annonce pour le 27 avril le mariage de mademoiselle Aline Paradis, fille de monsieur et madame Eugène Paradis de Roberval, avec monsieur Roland, fils de monsieur et madame Narcisse Dion, aussi de Roberval. Eh oui, Roland Dion, le père de Luce, notre personne hommagée de l'émission. Bon, je comprends que ça fait beaucoup de coupeurs de journaux, mais c'était pour vous démontrer justement qu'en région, on va trouver plus facilement des articles de journaux. Surtout comme avec un nom comme Narcisse Dion, qui est quand même peu commun. Et des Dion à Roberval, dans ces années-là, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme si ça avait été Joseph Tremblay ou Marie Bouchard. En fait, je vous dirais que les découpeurs de journaux, pour moi, c'est souvent là que ça me permet le plus de comprendre la réalité de ces gens-là. Mais j'ai aussi appris à abdiquer. Par exemple, dans l'émission La Fontaine Vigée, vous aurez pu constater que je n'avais pas de découpeur de journaux. Eh bien, quand un des personnages s'appelle La Fontaine et l'autre Vigée, alors que pas trop longtemps avant leur naissance, il y avait un Louis-Hippolyte La Fontaine, un Jacques Vigée et un Ludger Duvernay, personnages assez connus de notre histoire, eh bien, trouver l'information sur Ludger La Fontaine, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Chapitre 6. La fin. C'est malheureusement le 23 juin 1948 que décède Narcisse Dion alors qu'il était âgé d'environ 70 ans.
Et finalement, c'est malheureusement le 7 mai 1949 que décède Anaïs Lavoie, alors âgée de 63 ans et 2 mois. Ce qui met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Narcisse Dion et Anaïs Lavoie aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions, alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Narcisse et Anaïs comme ancêtres. En narration et en coupure de journaux, on a eu, elle veut pas que je la nomme, mais certains la reconnaîtront, et sachez que c'est l'arrière-petite-fille de notre couple vedette. En musique, on a eu La Bastringue, interprétée par la Bolduc et Ovila Légaré. Tout au long de l'émission, Pitou le violonneux dit Louis Boudreau nous a accompagnés.